Alors, bonjour à tous déjà. Tout d'abord, merci pour votre participation à ce webinaire qui a pour objectif de partager avec vous nos expériences autour des différents types de PMO et de leur valeur ajoutée. Donc avec nous en tant qu'intervenants, Mickaël et Ingrid qui vont se présenter déjà et je prendrai la parole pour la suite. Alors Ingrid, si tu veux bien. Ok, super. Bonjour à tous, merci d'être là. Ingrid Gobaye, je suis chef de projet IT. J'ai un peu plus de 12 années d'expérience en tant que chef de projet, de parcours assez atypique de formation. Je suis ingénieure des procédés industriels et je me suis retrouvée dans le monde de la gestion de projet un peu fortuitement. Tout mon cursus scolaire, universitaire, etc. a toujours été fait en anglais, donc tenez par rigueur si je perds mes mots en français. Je vais m'arrêter là. J'ai piloté pas mal de projets dans divers secteurs, oil and gas, secteur minier, agroalimentaire et tout. Donc, parcours au Cameroun, en Afrique du Sud, un peu USA et aujourd'hui en France. Donc, content d'être parmi vous. Merci Ingrid. Michael. Bonjour, donc Michael Rouvray. Moi, j'ai démarré ma carrière dans le conseil en PMO junior. Suite à ça, en fait, j'ai fait de la direction de projet sur des projets d'innovation pendant quelques années. Ensuite, j'ai été directeur des opérations d'une start-up donc pendant 8 ans. Et aujourd'hui, je suis donc PMO senior en freelance et j'interviens majoritairement pour les grands groupes. Super, merci Michael. Et moi, donc Sonia Chevalier, consultante manager chez Isis depuis maintenant 5 ans. Je travaille depuis 20 ans en fait sur les problématiques de pilotage, tout d'abord en interne dans un certain nombre d'entreprises et depuis donc 5 ans dans le conseil chez Isis. Rapidement, je vais vous présenter donc le cabinet. Pardon. Ensuite, Léon traitera des problématiques donc autour du PMO. Donc, quels sont les besoins et les problématiques qu'on rencontre globalement, les différents types de PMO, et après partager avec vous les convictions. Sur ce sujet, donc le cabinet Isis rapidement, donc c'est un cabinet de conseil d'experts et pas généraliste et principalement sur deux thématiques, le pilotage des organisations et l'innovation sociale en santé. Donc le cabinet intervient sur du conseil stratégique, d'ingénierie de solutions avec des partenaires et des éditeurs et des opérations et opère des solutions sur le pilotage. Voilà globalement. Donc c'est un cabinet qui a été créé en 2007. On est environ une quarantaine de consultants et on intervient principalement sur des grands comptes. Et on a 150 références clients sur le sujet. Alors, hop, on va démarrer. Donc, la première partie qu'on va aborder, c'est dans quelle situation a-t-on besoin d'un PMO et quel type de problématiques on peut rencontrer. Et en fait, je demanderai à Ingrid et à Michael de nous partager en fait une ou deux expériences qu'ils souhaitent partager sur les problématiques où on a fait appel à vous sur donc les situations que vous avez rencontrées et qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre. En fait, on en parlera après. Je vous partage juste. Alors Ingrid, peut-être. Alors Ingrid a un petit problème de voix, on va dire. Donc on va l'excuser s'il y a un petit souci. Mais voilà. Alors donc là, le slide est un peu chargé, mais on vous partagera voilà les différentes thématiques qu'on peut aborder. Et là, l'objectif, c'est vraiment qu'on partage avec vous l'expérience. Ingrid, si tu veux en dire deux mots. Oui, je veux bien. Alors, je vais parler d'une expérience sur laquelle on a sollicité mes services. En tant que freelance, c'est assurer qu'il y ait une certaine standardisation
de reporting des projets. Donc du coup, c'était une société, alors, je vais dire un grand groupe même d'ailleurs, qui avait des projets de différents départements qui plus ou moins remontaient leurs problématiques ou leur avancement au projet un peu de façon standalone. Et l'idée, c'était d'avoir une PMO qui allait venir et standardiser tous ces processus-là. Donc, c'était la mise en place de templates, la mise en place de KPI communs, la mise en place de reporting commun, remontée d'alerte, gestion de risques, gestion d'opportunités, etc. Donc, c'était ça mon rôle principal sur cette mission-là. Donc ça, c'était la situation. Je ne sais pas si j'aborde déjà, Sonia, le comment. Ouais, si, comment, quelles sont les problématiques que tu as rencontrées, voilà, comment tu as abordé tout ça? Alors du coup, là, je vais dire la problématique principale qui est celle à laquelle on fait face généralement quand on monte sur un nouveau sujet, c'est le changement. Hein. Les gens, ils sont résistants. Chaque fois qu'il y a un besoin à revoir les pratiques ou à revoir le comment faire, on a toujours une certaine résistance face aux différentes équipes. Et je dirais, vu cette résistance, au vu de ces résistances, la solution principale était déjà de comprendre pourquoi il y a cette résistance, qu'est-ce qui craignent à faire face au changement et avoir tout un plan de communication et de prise en main de la solution. Donc avoir une sorte de user experience qui leur permettrait de prendre progressivement en main les solutions qui sont mises en place, tout en ressortant l'avantage pour eux à onboarder sur cette nouvelle solution. Donc c'était ça mon rôle principal sur cette problématique-là. Après, pour tout ce qui est KPI, c'était plutôt, il n'y avait pas de résistance à ce niveau parce que tout le monde, heureusement pour moi, avait vraiment un besoin de voir où est-ce qu'il en est, quel est l'avancement réel de son projet et ainsi facilitant la décision au niveau du top management. Ok. Et comment tu t'en es sorti? T'as mis quoi en place? Des interviews? Enfin, c'est ton expérience où t'as proposé des choses. T'es parti de zéro. Comment? Alors, c'était vraiment un départ de zéro. Il y avait beaucoup d'ateliers avec les différentes entités. Il y avait déjà des ateliers par groupe et après, il y a eu des ateliers avec des têtes de pont parce que finalement, c'était des templates et des méthodologies de travail qui allaient être communes. Donc déjà, j'ai commencé par petits groupes pour pas avoir une résistance trop forte. Et ensuite, j'ai pris des têtes de pont avec lesquelles on a travaillé de façon commune sur la mise en place de templates de reporting. Donc, on avait plusieurs types de templates, des templates pour la restitution des weekly, des stirco, des copies, etc. Après, il y avait des ateliers aussi sur le choix de la solution avec des experts côté dev qui, eux, allaient soit nous faire développer une solution en interne ou migrer vers une solution externe. Donc là, c'était la partie outillage pour les KPI. Et il y a eu pas mal de tests avec des UAT sur est-ce que la solution elle est plutôt facile à prendre en main en termes de user experience ou pas. Donc c'était beaucoup d'ateliers et d'échanges avec les parties prenantes. Donc il y avait pas mal de business requirements qui est principalement tagué sous le métier de business analyst qui finalement je trouve que le PMO fait pas mal. Ok. En termes de recueil de besoins, oui. Est-ce que tu as une autre expérience à partager un peu différente? Alors, pour une autre expérience sur la partie de PMO, je parlerai de la partie plutôt formation, où j'ai été appelée à monter sur une mission pour éduquer et familiariser les équipes à tout ce qui est gestion de projet, à quoi ça sert, comment bien le faire et comment s'assurer que l'on remonte l'avancement de projets de façon adéquate et que l'on partage avec les parties prenantes, qu'on s'assure d'avoir une communication qui est intégrante à l'ensemble des équipes. Donc ça, c'était vraiment ma casquette plutôt formatrice, je dirais, sur la gestion. Et là, qu'est-ce que tu as mis en place pour faire ça? C'est pareil, en mode atelier, en petit groupe, quelles sont les problématiques que tu as pu rencontrer face à ça en tant que formatrice?
Pour la partie formation, j'avais pas de problématique particulière parce que à ce moment-là, les équipes, elles sont plutôt à l'écoute, hein. Elles sont vraiment prêtes à en savoir plus. Elles sont conscientes que le niveau de maturité, il n'est pas au meilleur de sa forme parce qu'il faut se dire que bien avant de démarrer la formation, il y avait déjà des audits de maturité de leur niveau de connaissance en gestion de projet. Donc ça avait été fait bien en amont de ma prise en main de la mission proprement dite et d'établissement du parcours de formation utilisateur. Et forcément, la formation, elle a été regroupée par niveau. Il y avait des équipes qui, elles, pilotaient déjà des projets, mais qui n'avaient pas forcément la bonne méthode et le savoir-faire et le savoir-être. Et il y avait des équipes qui, elles, n'avaient pas encore eu de pilotage projet, qui, elles, étaient sur la partie soit très technique, soit c'était des équipes support. Et pour elles, il y avait copie, je veux dire, un guide de formation qui était totalement différent, qui prenait vraiment. Ok. Est-ce que il y a des questions par rapport à ça avant que je donne peut-être la parole à Mickaël? Est-ce que vous avez déjà des questions sur les problématiques que vous avez pu voir ou observer et auxquelles vous auriez peut-être aimé Je sais pas si on a perdu Sonia. Mickaël, tu m'entends? J'entends Sonia. Ouais. Allô? Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Ah, je crois qu'on a perdu Ingrid. Ah, moi, Elle est je l'entends partie. plus du tout. Ah. Bah, du coup, on va peut-être changer d'intervenant. Mickaël, est-ce que toi, tu as des partages d'expérience à nous faire part sur voilà, comment tu es intervenu chez les clients et quelles sont les problématiques que tu as rencontrées en fonction des besoins sur lesquels, enfin les situations sur lesquelles on a fait appel à toi? Ouais, alors du coup, je vais parler de deux cas qui peuvent être des cas sur des interventions de PMO, on va dire un peu classiques. La première intervention que je vais aborder, c'est la mise en place finalement d'une cellule PMO sur un gros projet. Voilà, donc ça, je l'ai fait aussi sur un projet pour un grand client de l'énergie. Donc en gros, l'idée, c'était un gros projet informatique, 400 personnes en cible, et on démarre. Et à ce moment-là, la direction souhaite qu'il y ait un bureau PMO qui se mette en place et qui accompagne, on va dire, aussi bien ses équipes que les fournisseurs sur tout simplement la réalisation du projet. On sait que ça va durer 3 ans. Il y a des gros montants financiers en jeu. Le sponsor, donc la personne qui était à l'initiative de la mise en place du bureau PMO, c'était le directeur financier du projet. Et donc, du coup, voilà, il y avait une exigence, on va dire, au niveau des reportings financiers et une exigence au niveau du reporting de manière générale, à l'initiative de la direction financière et de la direction du programme. Et dans ces cas-là, mise en place de cellules PMO. Donc là, c'était intéressant dans le sens où on arrive, l'organisation est encore toute fraîche, il n'y a pas de méthode, etc. Donc finalement, intéressant parce qu'on a les mains libres pour du coup mettre en place ce qu'il faut, à savoir les projets, enfin les outils, pardon, la méthode, travailler en amont aussi sur les exigences avec les clients. Et finalement un petit peu construire le cockpit de pilotage dont on va se servir tout au long des 2 à 3 années par la suite. Donc ça, très intéressant. Bon, l'exemple que je vous donne, on était quand même 7 personnes dans les cellules PMO, donc c'est quand même une grosse cellule pour un seul projet. Donc il y avait quand même du boulot et voilà, grosses exigences au niveau reporting et suivi. Et donc voilà. Et bon, après, on va dire que les missions qu'on faisait, c'était au-delà de tout ce qui était mis en place. Ensuite, on était plutôt en suivi. Et sur la partie suivi, on avait des équipes qui étaient à la fois juniors, donc on était plutôt en soutien des chefs de projet du client, et les seniors qui étaient plutôt en assurance qualité. Donc après, peut-être que Sonia, tu voudras revenir sur ce sujet-là, parce que c'est toujours un sujet important quand on fait une mission de PMO.
c'est finalement qu'est-ce qu'on attend de nous C'est ça. et ce sera quoi notre positionnement. Donc ça, c'était le premier positionnement sur lequel, enfin, un exemple de positionnement que j'ai pu avoir. Un deuxième qui était aussi intéressant, finalement, c'était pas du tout la même chose. Donc, contrairement à ce que j'ai dit avant, là, j'arrive dans une entreprise et en gros, il y a déjà tout. Donc, il y a une méthode, il y a des outils et en fait, on doit s'insérer dans une organisation avec des process existants. Donc, en tant que PMO, premier job, c'est comprendre où on arrive, c'est quoi la méthode, comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, c'est faire une sorte de mini audit. Alors finalement, pour regarder un petit peu la maturité de comment c'est appliqué en interne, les juniors, les seniors, comprendre l'environnement dans lequel on arrive. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets? C'est quoi la volumétrie? C'est quoi le nombre de personnes qui travaillent là-dessus? Et puis ensuite, cibler aussi un petit peu par la suite les organisations et où finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à l'organisation en place, puisque finalement il y a déjà quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir, toujours dans l'idée un petit peu du conseil, hein, évidemment, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer la situation et qu'est-ce qu'on va pouvoir upgrader. Il y avait une question voilà. juste, Michael, sur ta première intervention. Il y a une question de Céline qui demande en fait si la cellule PMO était transverse ou si elle était intégrée donc du coup au projet, ou est-ce qu'elle était dépendante effectivement de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, non, voilà, c'est ça. Elle était intégrée au projet. Ok. Intégrée au projet, intégrée au projet, mais avec le sponsor principal qui était quand même le directeur financier. Oui. Et voilà, une volonté aussi d'indépendance vis-à-vis des autres équipes du projet, parce qu'on se doute bien qu'il y avait plein d'équipes, mais pour avoir un reporting indépendant, un regard extérieur, on va dire. Ok. Il y avait une autre question de Gwendoline sur ta première intervention qui demande effectivement quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer pour respecter le cockpit, justement, pour construire. Alors, je ne sais pas si c'est pour construire ou si pour faire le suivi, peut-être. Gwendoline, si tu veux nous en dire préciser. Donc, je vais lire la question pour voilà. Des difficultés ont-elles été rencontrées pour respecter tout ce cockpit avec des projets, peut-être des tailles différentes et avec des maturités de chefs de projet différents vis-à-vis de ce type d'outils. Ouais, le suivi, en effet. Ouais. Alors, ça traite un petit peu. Alors, je vais rebondir là-dessus, mais en fait, ça traite d'un autre sujet. Alors, premièrement, quand même, l'idée, c'était, on met en place un cockpit de pilotage pour tout un tas de personnes. On va avoir des chefs de projet fonctionnels, des chefs de projet techniques. La réalité, c'est et parfois des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler en mode projet, voilà, et qui comprennent pas forcément pourquoi on leur met en place un cockpit de pilotage. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, c'est quand on met en place une méthode et un outil, c'est il faut aligner tout le monde sur le pourquoi est-ce qu'on le fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce que c'est important de tout simplement de faire du reporting? Pourquoi est-ce qu'il y a une organisation en place? Pourquoi est-ce qu'il y a des décisions qui doivent être prises? Pourquoi est-ce qu'on met en place des suivis d'action? Pourquoi est-ce qu'on met en place des suivis des risques? Parce que autrement, si on donne pas du sens dès le début à ce genre d'initiative, certains peuvent partir assez rapidement sur le fait que il y a beaucoup de choses qui sont pas utiles. Voilà. Alors qu'en fait, dans la réalité, évidemment, l'idée c'est quand même de faire des choses utiles. Voilà. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même si le sens il a été expliqué au début, il va falloir continuer de l'expliquer finalement tout au long du projet, parce que au fur et à mesure il y a des nouveaux intervenants, etc. Et qu'il faut pas que le sens soit perdu. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, les gens prennent des raccourcis. Enfin, je veux dire, c'est humain, c'est normal. Mais donc voilà. Donc il y a une notion de sens qui est très très importante. Ensuite, la deuxième question qui est intéressante, c'est finalement dans ma deuxième expérience, je suis arrivé dans une organisation qui était mature, avec des process matures, etc. Donc du coup, la question c'est bon, finalement, un PMO, c'est quoi le positionnement? C'est est-ce qu'on met
un PMO en assistance, par exemple, sur des projets qui sont des projets importants pour la société. Est-ce qu'on met et dans ces cas-là, par exemple, on peut lui attribuer 3 projets importants, voilà, sur lesquels il va intervenir plutôt en assurance qualité. Ou est-ce que finalement, on va demander à ce qu'il soit complètement transverse sur l'intégralité des projets, donc peut-être il y en a par exemple 80. Mais dans ces cas-là, on sait qu'il n'aura pas la même intervention, voilà, parce qu'il va plutôt être en reporting et en qualité de remontée de la donnée, en assurance qualité. Donc voilà, est-ce qu'on veut de lui qu'il soit plutôt en mentoring des jeunes, en assurance qualité au niveau de la qualité des données qui sont émises, en amélioration de la méthode, ou finalement est-ce qu'on va vouloir qu'il intervienne en particulier sur les 4 projets ou les 3 projets les plus importants de la société, ceux qui engagent le plus d'argent, le plus de ressources, etc. Parce que finalement, on veut sécuriser ça. Donc, il y a un bon sujet de dire finalement, quand on veut mettre en place un PMO, est-ce qu'on souhaite le mettre en place, voilà, au sein d'une organisation vraiment de manière transversale, ou sur les projets les plus importants, ou en mentoring, ou en assurance qualité. Voilà, donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent mettre en place ça. Il faut quand même bien se poser les questions. En amont. Ouais. C'est ça. Merci, Mickaël. On a perdu une grid, donc on va quand même poursuivre. Moi, je voulais partager aussi peut-être quelques expériences du cabinet sur quoi on a pu effectivement répondre en fait aux besoins. On a eu un client, le GIP IESS PACA, qui nous a demandé, voilà, qu'il a identifié un dysfonctionnement sur le delivery de ces projets. Donc ils ont fait appel, au cabinet, et ils nous ont demandé de travailler avec eux. Quelles étaient les solutions possibles pour essayer d'améliorer cette situation. Donc là, pareil, on a travaillé avec eux sur la mise en place d'un dispositif, ce qu'on appelle humain, qui est du coup un dispositif plutôt avec une cellule PMO pour travailler leur listing, leur portefeuille projet, faire le suivi, donc s'assurer que la méthodo projet, comme l'a expliqué Mickaël, était peut-être respectée, qu'il y avait bien toute une gouvernance associée à ça pour faire le suivi en fait des différents projets, remonter dans certaines gouvernances dédiées en fait au suivi de ce feuille de route projet, l'avancement en fait des projets, les difficultés que peuvent rencontrer les différents projets de cette feuille de route, et parfois même faire des arbitrages nécessaires et utiles pour en fait rendre une situation plus sereine, on va dire. Après, on a aussi pu travailler avec des clients pour assurer l'alignement en fait des projets sur la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous pouvez construire en fait des portefeuilles alignés avec votre stratégie. Vous avez des objectifs plutôt stratégiques, une augmentation de chiffre d'affaires, une augmentation de une fidélisation de vos clients, enfin bref, une stratégie clientèle, voilà, etc. Et en fait, vous allez donc devoir entre guillemets construire en fait des portefeuilles associés à ces objectifs-là et intégrer en fait des projets qui ont pour objectif d'atteindre ces objectifs. Et là, on va plutôt travailler avec donc des PMO. La plupart du temps, encore une fois, nous on a souvent la création d'une cellule PMO en fait, en tout cas dans les dispositifs qu'on a pu opérer, avec une gestion de la demande qui est un peu plus resserrée, plus mature, c'est-à-dire que on va davantage trier sur les demandes, les besoins en fait métiers, pour voir si ça s'intègre dans la feuille de route, si elle répond à un certain nombre de critères. Pour voilà, donc cette cellule-là qui a été mise en place, on travaillait, enfin la cellule PMO, et donc avec un certain nombre de PMO dans cette cellule, travaille principalement sur la gestion de la demande, et donc pour assurer en fait un alignement stratégique sur cette feuille de route. Donc voilà les situations dans lesquelles on a pu intervenir.
Et puis après, un dernier peut-être exemple, c'est tout simplement, on a eu des clients qui n'avaient pas du tout de visibilité de leur projet. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes travaillent sur des projets, travaillent sur des évolutions, du run, etc. Et en fait, ils n'avaient pas vraiment de suivi de feuille de route. Donc en fait, il fallait simplement lister d'abord cette feuille, c'est tous les projets sur lesquels les collaborateurs pouvaient travailler. Et ça aussi, ça peut être le rôle d'un profil de type PMO, d'abord tout simplement lister en fait le projet. Et quand on dit ça, ça pose quand même un certain nombre de questions, c'est-à-dire c'est quoi un projet? Est-ce que un projet c'est un volume de jours? Est-ce que c'est voilà? Donc en fait le PMO doit aussi définir un peu ces critères-là pour assurer en fait une cohérence en fait dans ce qui va suivre, parce que un PMO il n'est pas là non plus pour suivre toute une activité selon son objectif, les attentes du PMO que vous allez mettre en place. Si c'est plutôt un PMO, on va en parler un peu après, projet, programme, portefeuille stratégique, on n'aura pas les mêmes attentes et donc il y aura des critères de définition effectivement du périmètre d'intervention, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que nous on peut partager au vu du cabinet. Je sais pas si, alors je vois qu'il y a d'autres questions. Par quels moyens avez-vous aligné les demandes avec la stratégie? Alors, c'est des critères qu'on a définis avec le client. Ça peut être des critères, par exemple, quel est des critères, comment je vais dire ça, qui permettent de définir un ensemble, une note en fait. Donc ça va être des critères. Alors si vous voulez améliorer l'image, par exemple, c'est quoi en fait votre demande, quelle est la note d'amélioration de l'image? Quelle est la note d'efficacité opérationnelle? Est-ce que vous avez gagné de la performance? Est-ce que c'est un quick win ou est-ce que est-ce que ça va être difficile à mettre en œuvre, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de critères qui sont définis, qui vont identifier une note et à partir de cette note-là, en fait, on va savoir si oui ou non elle respecte une stratégie derrière. Et ces critères-là peuvent changer en fonction de la stratégie, bien évidemment, que vous voulez suivre et mettre en place, quoi. Je ne sais pas si j'ai été claire pour Romain. De rien. Il y a une autre question de Céline. Il a été évoqué plusieurs reprises la notion de maturité au cours de vos expériences. Vous appuyez sur un modèle ou des paliers pour apprécier la maturité de pratique des pilotages d'une organisation, adapter votre accompagnement en conséquence. Alors, je ne sais pas si, Michael, tu voulais répondre à ça. Moi, après, j'aurais peut-être une réponse, en tout cas, vision cabinet. Faire un audit. Ouais. Alors, la grille. De maturité, maintenant, voilà. les grilles d'évaluation, c'est les grilles standards, on va dire, pour moi, qu'on peut retrouver sur les référentiels, que ce soit le PMI, que ce soit Prince2, que ce soit, enfin voilà. Ouais. On se réfère à une grille d'évaluation et ensuite on fait un audit en mode questionnaire, validation, et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Nous aussi, au niveau du cabinet, on fait souvent une étude de maturité des processus, effectivement, qui sont utilisés dans le cadre du pilotage. Et on utilise les méthodes de COBIT, effectivement, avec les maturités 0, 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais globalement, maturité 0, c'est vous n'avez même pas connaissance du processus, etc. Et puis ainsi de suite, vous avez connaissance, vous avez commencé à mettre en place, vous l'avez déployé de manière unitaire ou un déploiement plutôt global à l'entreprise. Est-ce qu'il est outillé, pas outillé? Voilà, c'est ce genre de choses. Mais oui, c'est bien ça qui sont la plupart du temps utilisés, en tout cas au sein du cabinet ou même dans les audits, comme vient de le dire Michael. Il y a des échelles, en tout cas, vous pouvez trouver ça aussi facilement.
Ingrid est revenue parmi nous. Parfait, on va pouvoir passer à la partie, voilà, deuxième partie qui est les différents types de PMO, pardon. Donc là, vous avez pu constater que effectivement, selon les interventions de chacun, on n'a pas le même périmètre d'action, et donc il y a différents types de PMO. Donc on peut on a, nous, en tout cas au sein du cabinet, défini voilà une petite matrice qui permet de dire est-ce que le PMO est plus dans l'aide, le soutien, comme l'a énuméré Ingrid et Michael dans leurs expériences, c'est-à-dire que là, ils sont plus dans l'accompagnement, on va dire, de ce qui a déjà été mis en place ou pas en construction, et s'il est vraiment acteur de la situation. Et après, on a le côté est-ce que je suis plutôt sur une vision opérationnelle, donc je suis vraiment voilà à côté d'eux, je dois agir, et ou est-ce que donc on a parlé plusieurs fois de stratégie, donc est-ce que je dois m'assurer voilà le côté plutôt stratégique que opérationnel. Donc je sais pas si vous Ingrid ou Michael vouliez aborder en fait voilà ces choses-là. Qu'est-ce que vous avez testé dans le cadre de cette situation et comment vous avez comment appréhender ce côté en fait de différents types de PMO en fait. Ingrid, si tu veux en dire deux mots là-dessus. Alors oui, je dirais que ça, honnêtement, pour le rôle et la posture qui est donnée au PMO, c'est très souvent et très très lié à l'entreprise et à sa maturité, je dirais. Et très souvent, moi, en tant que PMO, j'ai dû faire un peu je vais dire, de training ou de partager un peu le savoir-faire d'un PMO et tout ce qu'un PMO pourrait apporter à une entreprise quand je me retrouvais sur une mission où j'étais vraiment, comme c'est écrit sur ta slide, hein, la petite main, où j'étais là pour juste assurer que le chef de projet, il ait son deck qui soit prêt ou qu'il ait ses KPI qui soient à jour pour sa présentation. Et donc ça, il y a eu vraiment une partie de ma carrière, je dirais même au tout début, où j'avais l'impression que ça tournait autour de là. Mais vu que j'étais certifiée PMP, je savais qu'il y avait bien plus à faire, où on est vraiment très opérationnel. Alors, je pense que ça doit être de mon côté, je dois avoir un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, là, on t'entend. Il y a des petites coupures, mais on t'entend. Okay. Ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour la partie du rôle très support de PMO. Et ensuite, quand on a la chance, je dirais, d'avoir une équipe qui est un peu plus ouverte à ce que le PMO pourrait apporter, on a un rôle qui est vraiment plus, je dirais, moins support petite main, mais plus encadrant, où c'est nous qui sommes amenés à définir les processus, à définir la méthodo, à encadrer la méthodo et assurer qu'elle soit respectée tout au long des phases des projets. Et encore plus haut, on a une autre phase où finalement, c'est à nous que les chefs de projet finalement reportent sur l'avancement de leur projet. C'est nous qui assignons des projets à différents chefs de projet. C'est nous qui priorisons ces projets-là. Donc, selon l'environnement, le rôle du PMO, il peut être totalement différent. Yes. Et ce qu'on attend de lui, oui. Ouais, voilà. Et Michael, du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire là par rapport à tes expériences? Alors déjà, je vais revenir sur la définition de projet. Voilà, pourquoi est-ce qu'une société met un projet en place? Comme tu le dis, en fait, une société, ce qui génère son chiffre d'affaires, en gros, c'est son run. Voilà. Donc, elle, la société, elle fait son activité et elle gagne de l'argent. Et puis, à un moment donné, elle identifie des axes stratégiques, donc comme tu disais tout à l'heure, qui finalement donnent une orientation de ce vers quoi elle veut aller sur une échelle de temps qui est plus ou moins longue, on va dire 3, 5, 7 ans. Et ces axes stratégiques, eh bien tout simplement pour faire évoluer la société,
vers cette vision future, on va mettre en place des projets qui ont différentes natures, soit faire évoluer l'organisation, soit étendre la société sur un nouveau continent, soit mettre en place un nouvel ERP pour mieux gérer telle chose, etc., etc. Donc, on va avoir un certain nombre de projets qui ont des contributions aux axes stratégiques qui finalement répondent à la vision de l'entreprise à l'avenir. Voilà. À un moment donné, potentiellement, c'est là où je reviens sur ces histoires de sens. Dans les équipes, le sens, il est perdu. On comprend plus exactement pourquoi est-ce qu'on fait des projets, ça sert à quoi, etc. Donc déjà, il faut redonner le sens du pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet-là, ça sert à quoi, qui en bénéficie. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, au niveau du PMO stratégique, il faut toujours essayer, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on a la direction générale, typiquement en tant que client, de toujours leur apporter cette vision-là. OK, vous voulez aller dans telle direction, vous avez tel type de projet. Et bien finalement, ces projets-là, chacun peut avoir une contribution plus ou moins forte aux axes stratégiques. Et en plus, certains ont des budgets, engagent des ressources internes, etc. Donc, on va leur mettre toujours un accent sur quels sont les projets qui ont le plus de contributions, donc sous-entendu qui sont les plus importants. Et c'est sur ces projets-là où on se dit, et là c'est aussi un peu le rôle de conseil et de PMO stratégique, c'est de se dire, bon, finalement vis-à-vis de la direction, vous avez 5 projets ou 10 projets qui sont quand même cœur de cible, et là-dessus, faut pas se planter. Voilà. Les délais sont tenus, vous avez des échéances réglementaires, vous avez des échéances avec des clients qui vous attendent là-dessus. Et pour ça, il va falloir mettre la structure organisationnelle sur ces projets-là, qui fait que, alors c'est pas que on limite les dérives, hein, parce que parfois les projets dérivent, malheureusement ça arrive, mais qu'au moins on alerte le plus vite possible la direction sur ces dérives et qu'on leur donne l'opportunité soit d'essayer de changer la trajectoire, soit d'avertir les parties prenantes sur un retard potentiel ou un écart de budget ou un écart de telle chose, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que déjà dans le PMO stratégique, pour moi, faut bien remettre le sens du la société, sa vision long terme, ses axes stratégiques, les projets qui contribuent plus ou moins, et toujours continuer à donner du sens là-dessus. C'est ça. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, Michael. En fait, vraiment, il y a différents types de PMO. Donc, alors moi, j'aime bien dire attention, le terme PMO est un peu galvaudé, je trouve, aujourd'hui. On utilise ce terme un peu à toutes les sauces, mais il y a une vraie valeur ajoutée à ce PMO. On en parlera à la fin là de ce qu'on pourrait retenir, mais effectivement, il y a des PMO qui interviennent à plusieurs endroits. Le périmètre d'action est différent. L'attendu est différent, en fonction du commanditaire, etc., il y a des attentes différentes. Donc, il y a vraiment une position à réfléchir. Et je me rappelle, on a eu un échange, Michael, aussi sur le sujet en disant, peut-être que le PMO Strat n'est pas la solution à tout non plus. Enfin, il y a le PMO, il faut vraiment réfléchir à quelle est la condition les conditions dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on veut résoudre, etc. Avant de se dire la solution c'est tel type de PMO, quoi. Enfin, donc il y a vraiment ça. Après, ce que je voulais peut-être partager, parce qu'on arrive à la fin avec vous, c'est nous, on a fait le choix d'afficher que des compétences, de soft skills, en fait, sur le PMO. On n'a pas voulu partager de hard skills parce que c'est encore autre chose, mais il y a des vraies compétences sur ce poste-là. Je sais pas si Ingrid et Michael, si vous vouliez choisir 2 ou 3 compétences clés de votre point de vue sur ce type de profil, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait? Alors moi, je vais te dire juste un mot par rapport à une typologie de projet que j'ai fait. J'ai déjà été mis en place sur des missions où finalement le projet partait à la dérive, donc gestion de crise, proposition de résolution, on va les aider en mettant un PMO. Voilà. Donc ça, c'était la genèse, on va dire, de pourquoi est-ce que je retrouve là-dessus. Et donc du coup, en tant que PMO, on se retrouve dans une organisation qui est déjà à la dérive,
où on est déjà en mode gestion de crise où les choses sont tendues. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est on arrive quand même non pas en dogmatique, voilà, donc, mais en facilitateur. On trouve des solutions, des forces de proposition, et donc il faut savoir être, pour moi, convivial, s'insérer dans une organisation existante, et ça et humble, et ça, je pense que c'est très important. Yes. Ingrid, si tu veux choisir toi aussi les compétences clés de ton point de vue. Et je sais pas si je vois négociateur. Ça, c'est une compétence qui très bien. m'a pas mal fallu et qui m'a sauvé sur pas mal de missions quand j'ai eu des personnes qui étaient très, très, très réfractaires à tout ce qui était proposé. Je dirais qu'il y a une compétence que je mettrais peut-être ça tourne autour de l'écoute et la com. Un peu ce côté négociateur, où je dirais c'est vraiment un rôle où on est amené à avoir l'humain au centre, où finalement on gère un peu plus que la technique de management de projet, mais pas mal l'humain vers auprès de qui on prend les informations, on fait des restitutions, etc. Donc je mettrais très en avant ces compétences-là. Elles m'ont pas mal sauvé de conflits, parce que des fois aussi on se retrouve dans des équipes on est le point focal de différentes équipes, et on est amené à s'assurer que les équipes puissent travailler de façon saine, je vais dire. Donc moi je mettrais pas mal ces compétences-là en avant. Surtout sur des projets multi-équipes et multi-sites, ouais. Super, merci. On est à 43 minutes, donc il nous reste 2 petites minutes pour finaliser. Donc je vais prendre la parole là sur la fin. Donc globalement, si on devait retenir quelque chose, c'est que effectivement il y a des situations dans lesquelles on peut se poser la question d'avoir une réponse avec un dispositif humain de type PMO. Maintenant, on voit bien que le PMO n'est peut-être pas la solution à tout. Il faut vraiment se poser certaines questions. Il y a des compétences, je pense, clés à avoir quand même sur la partie soft skills pour ce type de profil. Et encore une fois, le PMO, il a une valeur ajoutée. Il n'est pas là juste pour exécuter, voilà, comme je disais, la petite main, etc. Mais son objectif quand même, c'est l'efficience. Là, j'ai mis 4-5 valeurs qu'il faut prendre qu'il faut avoir en tête. Il est là pour faciliter, fluidifier les choses. Et en fait, travailler autour de l'humain, comme l'a dit Ingrid, c'est vraiment le point clé de ces profils-là, en tout cas. Je sais pas si vous voulez rapidement compléter, Michael et Ingrid, sur ce qu'il faut retenir, quoi, globalement. Sur ce webinaire. Pas plus. Non, mais il y a plein de choses. Je pense que ça a tout dit. Hein. Après, je pense que ouais, vas-y, pardon. Non, je voulais dire s'il faut rentrer et vraiment parler du métier de PMO, je dirais il est vaste. Je pourrais rajouter ça, qu'il est vraiment vaste et qu'il y a beaucoup de spécificités à ce métier-là que l'on ne retrouve pas sur toutes les missions. Et donc, il faudrait pas avoir une caricature fixe de ce que l'on attendrait d'un profil sur une mission de PMO. C'est pas un standard. Donc, savoir s'adapter à l'environnement dans lequel on est et s'adapter aux attentes que l'on aurait sur ce rôle-là. Super, merci Ingrid. Comme on arrive à la fin, juste un petit petit récap une petite slide qu'on a voulu mettre en évidence, c'est que effectivement, si vous posez la question si le PMO est une réponse ou voilà, c'est ce qu'on a partagé un peu tout au long du webinaire, c'est vraiment de se poser la question quelles sont les difficultés qu'il doit relever, quelles sont les améliorations que je souhaite obtenir, et puis quel profil
soit avec un S ou pas, puisqu'il peut y avoir une personne, mais plusieurs personnes aussi. On a parlé de cellules, voilà. Enfin, c'est un peu tout ça avant de vraiment se lancer dans une démarche, de s'engager sur cette réponse, en tout cas. Voilà. Oui, les questions, merci. Je regardais s'il y en avait d'autres auxquelles on n'avait pas répondu. Alors, Iba, j'ai pas relevé le point, mais effectivement, tu as parlé de type PMO peut en fait être lié aussi à l'organisation. Oui, je pense que vraiment, tu n'auras pas les mêmes PMO en fonction de l'organisation dans laquelle on est. Et effectivement, je vois qu'il y a Serge qui est en train de peut-être taper une question. Merci Serge. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions complémentaires. On est arrivé à la fin de ce webinar. Voilà, on a beaucoup parlé. J'espère qu'on a répondu à la question, à vos attentes. Merci à vous. Et puis, et vous aurez voilà un petit questionnaire de fin de webinar si vous avez l'habitude de participer à ce type d'échange. Merci Ingrid, merci Michael pour votre intervention, votre partage. Et puis, à très vite. Avec plaisir, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci. À très vite. Au revoir.